Bienvenue sur Africa 24, de retour pour cette émission spéciale consacrée à la COP21. L'événement est officiellement lancé ce lundi au Bourget en France, en compagnie de 150 chefs d'État. Le président français François Hollande a lancé l'événement et les présidents sont actuellement en train de partager leur vision concernant ce changement climatique. On a notamment pu écouter le prince Moulay Rachid du Maroc, le frère du roi Mohammed VI, qui s'est exprimé. À la tribune également le président américain Barack Obama. On a également pu entendre le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ou encore Macky Sall, le président du Sénégal. D'autres présidents sont encore en train de s'exprimer au sein de cet hémicycle mis en place exceptionnellement pour cet événement, la COP21, la conférence pour le climat. Je suis toujours en compagnie d'Alfred Chango, notre éditorialiste. Merci toujours d'être avec nous, Alfred. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qui a été dit. On a des présidents africains qui se sont exprimés lors de cette tribune. Quel ton ça va donner? Quel ton ça va impulser à ces futures négociations? Alors, Diarra, on a entendu Moulay Rachid du Maroc, on a entendu Robert Mugabe, on a entendu Macky Sall, entre autres, parmi les chefs d'État qui s'expriment à cette tribune-là. Il y a une sorte de convergence, en tout cas dans leurs propos. Le premier point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est la prise de conscience de la nécessité de lutter ensemble contre le dérèglement climatique. Ils sont aussi ensemble sur un point, la question du financement doit tenir compte de la part de chaque État dans l'émission ou non de ces gaz à effet de serre. Et enfin, la nécessité justement de financer autrement, en tout cas dans le fond, et là je suis sensible à ce que Macky Sall a dit par rapport justement au changement de paradigme en termes d'utilisation énergétique, en tout cas de l'électricité, en expliquant au fond, justement, puisqu'on a parlé de la répartition de ce fonds vert, disons qu'il faut orienter une bonne partie vers l'énergie. C'est ça, voilà, le soutien du mécanisme africain pour l'électrification de l'Afrique, en rappelant évidemment que c'était un objectif du NEPAD, et donc qui demandait aux partenaires de l'Afrique de pouvoir contribuer à ce fonds-là d'électrification de l'Afrique. Et rejoignant aussi en quelque sorte aussi l'initiative que Jean-Louis Borloo est en train de mener justement pour l'électrification de l'Afrique comme vraiment alternative à l'usage des énergies polluantes. Enfin, il a parlé au nom de l'Association des maires francophones, ça voudrait dire qu'il y a de la société civile africaine, donc il est là comme une sorte de caisse de résonance des milliers et des milliers de personnes. Et enfin, je pense que il y a comme une sorte de conscience internationale de plus en plus forte, de plus en plus assumée par tous ces représentants, par tous ces chefs d'État. On l'a entendu, Barack Obama le rappeler, et je pense, mais c'est le mot qui est revenu le plus souvent, il faut qu'on agisse ici et maintenant. Ce n'est plus le temps de la rhétorique, a dit par exemple, voilà, Mugabe, il faut de l'action, et l'action, on est en mesure justement de l'engager dès maintenant. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a souligné une phrase importante au-delà du transfert de technologie. Il a quand même soulevé ce point-là. Il a aussi soulevé le fait que l'Afrique parlait d'une voix, donc peut-être qu'elle pesera plus dans les débats puisqu'elle semble unie dans ces négociations. Il a aussi dit une phrase qui était intéressante, c'est « Nous ne mendions pas auprès des pays développés ». C'est quand même très important ce qu'il a dit. Là, pour le coup, il a fait du Mugabe, pur et dur, c'est-à-dire, mais oui, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des mendiants, parce que nous sommes tous engagés dans la même aventure planétaire,
dans la défense commune, justement, et ses intérêts de tous. Eh bien, on a justement un autre président africain qui s'exprime actuellement au sein de cette émission spéciale consacrée à la COP21, le général Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, qui s'exprime actuellement. On va l'écouter de suite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République française, Excellence chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame la Secrétaire générale de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit d'emblée permis de remercier Son Excellence le Président de la République française de son aimable invitation, de l'hospitalité dont son peuple fait montre et d'avoir si bien organisé cette conférence. Je souhaiterais également présenter mes vœux de condoléances aux autorités et au peuple français suite aux attentats terroristes qui ont frappé Paris et réitérer qu'en effet nous condamnons et dans les termes les plus vifs ces attentats. L'Égypte est pleinement solidaire de la France dans cette lutte qui nous est commune contre toutes les formes de terrorisme. Nous sommes aujourd'hui à une véritable croisée des chemins de nos efforts internationaux. L'ensemble de nos populations suivant aujourd'hui ce que nous faisons ici à Paris, dans l'espoir que cette conférence s'avère être un véritable tournant qui nous permette d'atteindre notre objectif commun, celui d'un avenir meilleur pour toute l'humanité, un avenir où l'on puisse protéger les droits des générations futures, et ce grâce à un accord ambitieux, durable et équilibré, grâce auquel l'on puisse relever le défi des changements climatiques. Voici quelques mois, nous avons tous arrêté un programme international ambitieux de développement durable, mais aussi d'éradication de la pauvreté. C'est un des efforts que nous avons déployés à l'heure de rédiger ce programme et les efforts qui seront exercés dans sa mise en œuvre seront vains s'ils ne peuvent s'appuyer sur un accord international qui traite de front de la question des changements climatiques et qui fasse l'équilibre entre ces piliers que sont le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, l'Égypte a jusque-là, et ce sera encore le cas à l'avenir, joué un rôle très constructif dans la négociation de ces accords relatifs au changement climatique, notamment ces négociations qui nous ont menés ici à Paris, car notre objectif est de représenter le continent africain, de défendre ses intérêts et droits légitimes. Notre position se fonde sur la conscience que nous avons du fait que tout nouvel accord international devrait en aucun cas porter préjudice aux pays africains et à leur droit au développement. Il ne faudrait pas non plus que cet accord entrave leurs efforts d'éradication de la pauvreté, d'autant plus que l'Afrique est le continent qui contribue le moins à ces émissions délétères, tout en étant peut-être le continent le plus touché par les répercussions des changements climatiques. Par conséquent, il me semble absolument essentiel que les souplesses qui seront prévues à l'accord incluent bien les pays africains ainsi que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. L'Afrique appelle donc, elle aussi, à ce que l'on conviennent d'un accord international se fondant sur le principe de responsabilité commune et différenciée existant parmi pays industrialisés et pays en développement dans cette lutte contre les changements climatiques, et ce conformément aux principes déjà repris dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous souhaitons également davantage d'équilibre entre les différentes composantes de cet accord. L'on ne saurait donc accepter ou admettre que l'on accorde ou que l'on braque toute notre attention sur la question de l'atténuation en n'accordant pas une importance égale aux autres composantes de l'accord, et en particulier celle relative aux capacités en matière d'adaptation des changements climatiques. Il me semble également très important que cet accord fixe un objectif mondial en matière d'adaptation. Cet accord devrait également, selon moi, être juridiquement contraignant, dans le sens où il doit englober des engagements clairement définis que prendraient les pays industrialisés. Il s'engagerait à fournir au monde en développement le soutien dont celui-ci a besoin, que ce soit en termes de financement ou encore de renforcement des capacités ou de transfert technologique. L'objectif étant de permettre aux pays en développement et aux pays africains de s'adapter, de transformer leurs économies pour parvenir à un développement durable. En plus de cet accord clair qui doit être fixé dans l'accord, que l'augmentation des températures ne dépassera pas 1,5
1,5 degrés Celsius pour que le fardeau qu'est l'atténuation passe des épaules pour éviter que le fardeau de l'atténuation ne passe des épaules des pays industrialisés aux pays en développement. Les questions du financement, du renforcement des capacités et du transfert technologique ne doivent pas uniquement être vues sous l'angle des positions de négociation. Il s'agit d'un véritable impératif, l'indicateur principal ou la preuve principale du sérieux avec lequel la communauté internationale souhaite faire face au changement climatique. Un récent rapport du PNUE indique que l'Afrique aura besoin de 7 à 15 milliards de dollars tous les ans d'ici à 2020 pour répondre à ses seuls besoins d'adaptation et qu'il lui faudra 50 à 100 milliards de dollars tous les ans d'ici à 2050 pour pouvoir un financement que notre continent ne peut pas assumer à lui seul puisqu'il ne peut mettre à disposition que 3 milliards de dollars par an, ce qui signifie que nous sommes face à un déficit de financement d'au moins 12 milliards de dollars tous les ans d'ici à 2020 qui ne cessera d'augmenter après 2020. Par conséquent, si cet accord ne traite pas de manière efficace et transparente de la question du financement, il en sera d'autant plus faible et intenable. Il me semble absolument essentiel que cet accord reflète cet engagement qui est de mettre à disposition et tous les ans d'ici à 2020 100 milliards de dollars, donc qui doivent être mis à disposition des pays en développement, un engagement qui devra être doublé au-delà de 2020. Voilà le contexte dans lequel les États africains ont souhaité proposer 2 initiatives. Première initiative, il s'agit de promouvoir les énergies renouvelables sur le continent africain et deuxième initiative, faire en sorte d'aider notre continent sur le plan de l'adaptation. J'appelle d'ailleurs la communauté internationale, qu'il s'agisse des gouvernements du secteur privé ou des organisations régionales ou internationales, à appuyer de tout leur poids ces 2 initiatives qui pour nous sont d'ordre vital. Malgré les difficultés auxquelles nous nous heurtons, j'ai pleine confiance dans le fait que notre détermination et notre solidarité suffiront à les relever. Je vous remercie. Ensuite, Vladimir Poutine, président de la Russie. Les présidents se succèdent à la tribune du lancement officiel de la COP21 à Paris. Actuellement, c'est le président de l'Afrique du Sud qui s'exprime, Jacob Zuma. Jacob Zuma, on l'écoute de suite en direct du Bourget. COP17 à Durban en 2011. Notre mandat de Durban inclut 3 domaines essentiels. Combler les lacunes en termes d'ambition dans la période pré-2020, l'entrée en vigueur urgente de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto et l'adoption d'un nouvel accord pour la période post-2020. Paris doit permettre un accord juridiquement contraignant basé sur l'équité et la différenciation. Cela devra permettre des actions de mise en œuvre ambitieuses grâce à un appui financier, technique et en termes de renforcement de capacité de la part des pays développés. Les pays en développement ont déjà connu des répercussions du changement climatique. Par conséquent, l'accord de Paris ne peut pas se concentrer uniquement sur l'atténuation. Un objectif mondial pour l'adaptation doit être partie intégrante de l'accord. La solidarité avec les pays en développement qui ont souffert de pertes et de dommages doivent également être intégrés à l'accord. Nous invitons instamment les pays développés, compte tenu de la responsabilité historique, à prendre un rôle de chef de file et à honorer leurs engagements existants. À cet égard, le financement de la lutte contre le changement climatique doit être renforcé d'une manière significative au-delà du milliard de dollars américains pour la période post-2020.
Le financement de la lutte contre le changement climatique ne constitue pas une aide ni une assistance ou une aide publique au développement. C'est une obligation juridique pour appuyer tous les pays en développement dans le cadre de la Convention de l'ONU. Si les pays développés ne jouaient pas leur rôle, on pourrait avoir l'impression que la crise du changement climatique a été provoquée par quelques pays privilégiés qui n'ont pas de compassion et ne prennent pas garde aux répercussions sur la majorité des pays. L'Afrique du Sud a publié une contribution prévue et déterminée au niveau national ambitieux, conforme à la situation du pays et à ses priorités. Cela inclut l'élimination de la pauvreté, la création d'emplois, la sécurité énergétique et la protection de l'environnement. Ces CPDN ou INDC, des membres du G77 et de la Chine, que j'ai le privilège de présider, que notre pays a le privilège de présider, tiennent également compte de la priorité absolue que représente l'éradication de la pauvreté et la nécessité d'un développement durable. Excellence, cette réunion historique donne la possibilité de respecter le mandat de Durban et de faire de la COP21 un tournant dans notre lutte contre le changement climatique. Nous nous devons de réussir au nom de pour sauver notre génération et les générations futures. Je vous remercie. Zuma, et je donne la parole à la présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Cette journée de lundi est donc consacrée au discours des chefs d'État, une tribune où les présidents mettent en avant les enjeux de ce rendez-vous sur le climat international. On vient d'écouter à l'instant le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. On a également pu suivre la vision du président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Alfred, je me tourne vers vous de suite. On vient d'entendre le président sud-africain, Jacob Zuma, qui a notamment soulevé la question du financement avec l'appui technique justement qui doit être mis en place et qui n'est pas une aide au développement. C'est vrai que parfois il y a un certain mélange ou peut-être qu'on masque cette aide au développement à la place d'une aide financière pour justement réparer ce réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Il y a là une confusion à éviter. Je crois que ils sont deux chefs d'État à avoir souligné justement cette nécessité de dissocier l'aide au développement, qui est un mécanisme traditionnel des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne ou au niveau bilatéral entre les États. Donc ça, c'est à mettre à part. Et ensuite, parce qu'il y a ce fonds vert qui doit être mis en place, là, c'est une obligation pour les États justement de contribuer à cette caisse spéciale pour financer justement ce projet de lutte contre le réchauffement climatique. Et là encore, il a insisté, comme Mugabe, comme Sisi, sur le nécessaire transfert des technologies vers justement les pays africains, mais en même temps aussi de distinguer quand même les responsabilités des uns et des autres. Et ce que j'ai aimé, c'est cette formule-là. Responsabilité commune mais différenciée parce que justement nous ne sommes pas au même niveau de pollution et que c'est l'Afrique qui supporte le plus davantage encore les conséquences de ce réchauffement climatique, de ce dérèglement et que par conséquent que chaque État, en tout cas les plus pollueurs, puissent tenir ses engagements. Ça c'est une chose. Et puis je crois que pour lui, le critère de la réussite ou le devoir de réussite qu'il a évoqué à la fin, ça serait effectivement que dans la suite de la conférence d'Urban de 2011, qui prévoyait justement cet agenda post-2020, que Paris soit
le point de départ justement pour arriver à ce moment-là à l'agenda post-2021 et que donc nécessité d'action, mais tout le monde en convient. On a aussi parlé, pour encore appuyer sur cet aspect financier, on a par exemple l'Éthiopie qui a chiffré son projet à 150 milliards de dollars, la République démocratique, la République plutôt du Congo à 55 milliards, bon, des estimations raisonnables jugées pour les experts, mais les montants laissent perplexe la communauté internationale. Est-ce qu'elle est capable de réunir ces fonds ? Ça, c'est la vraie question. Tout à l'heure en off avec Malik qui vient de partir, on évoquait les réserves d'échange des pays pétroliers, en particulier par exemple de l'Algérie, parce que au moment où le cours du pétrole était très élevé, l'Algérie par exemple a su mettre de côté des réserves d'échange importantes de près de 200 milliards de dollars. Or, l'Éthiopie, en l'état actuel, ne peut pas réunir cette somme-là. Il faut demander justement aux partenaires extérieurs. Je pense que ce sont des chiffres qui sont un peu gonflés. La République du Congo aurait pu aussi, par rapport à son pétrole, à ses hydrocarbures, se constituer des réserves aussi, justement. Or, malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui que ces réserves ne sont pas illimitées, on n'en parle même pas, et que donc pouvoir convaincre, évidemment, si on troque le pétrole contre des réserves d'échange, ça c'est une possibilité pour le Congo-Brazzaville. Mais l'Éthiopie a un avantage parce que là elle est en train de construire l'un des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique. Si ce projet arrive à son terme, ça permettrait effectivement cette transition écologique, énergétique dont nous sommes en train de parler ici. Ça éviterait justement la déforestation qu'on voit beaucoup en Éthiopie et puis peut-être ça atténuerait les effets de désertification du pays. Donc, le scepticisme de la communauté internationale sur les chiffres qui sont avancés par l'un et l'autre pays sont tout à fait compréhensibles. On a des pays aussi comme le Maroc qui innovent et qui ont impulsé une bonne dynamique dans cette vision d'énergie renouvelable. Est-ce que les autres pays africains peuvent suivre cette voie ? Oui, les autres pays africains peuvent suivre la voie du Maroc. Mais c'est une question de vision. C'est-à-dire que le Maroc n'a pas beaucoup de ressources minières en tant que tel, le phosphate, c'est ça, voilà exactement, en se disant, nous allons profiter de ce que notre géographie nous donne comme possibilité, comme capacité justement d'innovation en termes énergétiques. Et donc a fait ce choix-là qui lui permet aujourd'hui d'assurer bien sûr les barrages, mais aussi au niveau de l'éolienne, et puis des parcs qui permettent justement de capter l'énergie solaire et de le distribuer ou d'aider les agriculteurs justement dans leur travail quotidien. Donc il y a eu effectivement cette vision qui a été mise en place. Les pays africains peuvent s'en inspirer. L'Éthiopie fait aussi un petit peu pareil. Pays qui amorcent c'est ça, voilà exactement. Une bonne dynamique de ce côté-là. Oui. On va suivre la déclaration du président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Il s'exprime actuellement en direct du Bourget. On l'écoute. Qui apparaissent avec des nouvelles technologies. Mesdames et messieurs, la COP21, j'en suis persuadée, sera un jalon historique dans nos efforts pour parvenir à ce qui est prévu dans l'agenda 2030 dans un monde inclusif et développé. La ville de Paris, qui a connu des transformations majeures tout au long de l'histoire, est tout à fait en droit de placer son nom au cœur de cette lutte, de ce défi qui, sur l'ensemble de la planète, menace des vies humaines et notre environnement. Je donne la parole au président de la Bolivie, Monsieur Evo Morales, dernier orateur inscrit. Ensuite, nous irons pour le lunch. Monsieur le Président.
Nous venons donc d'écouter plusieurs chefs d'État africains qui s'expriment et qui expriment leur vision de ce changement climatique avec une augmentation de 1,5 à 2 degrés Celsius de la température d'ici 2030 et 2014. Cela conduirait à une réduction de 40 à 80% de la surface arable où peuvent être cultivés maïs, millet et sorgho. Pour aller plus loin, sur les 50 pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, 36 se trouvent en Afrique subsaharienne, région dont la part d'émissions de gaz à effet de serre n'est seulement que de 4,55%. On va justement parler de cette biodiversité pour l'Afrique. Les forêts sont considérées comme un atout considérable, un atout pour la planète destiné à contrôler et à réguler justement le climat en améliorant notamment la qualité de l'air et en préservant la biodiversité. Cette COP21 est donc un rendez-vous aux grands enjeux pour un pays comme le Cameroun qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Regardez ce reportage de Lizelsi Akizimana. Conclusion de la conférence sur Álomban a ma még meg nem született unokámmal beszélgetek. Időben 25 évet repülünk előre, ami... On a juste eu un problème technique concernant ce sujet, mais ça ne nous empêche pas de soulever la question de la déforestation, qui est un des enjeux importants dans ces négociations et un enjeu important pour un pays comme le Cameroun. Mais absolument. Le Cameroun se situe un peu dans le prolongement du bassin du Congo, de cette vaste forêt équatoriale qui part de République démocratique du Congo, les deux Congos, le Gabon, et ça continue. Et donc c'est vraiment un espace important de cette biodiversité dont on parle. Bon, il y a aussi la biodiversité marine, effectivement, avec des politiques adéquates. Et au fond, si à l'allure où va la déforestation en Afrique centrale, au Cameroun, on risquerait effectivement d'arriver à ces problématiques de réchauffement climatique. Et ça serait problématique, mais alors là, catastrophique pour les paysans, pour les pays, puisqu'au fond, lorsqu'on déforeste et qu'il ne reste plus rien, ben ça pousse les populations à se déplacer, à quitter... Et à changer même de métier. Des métiers, exactement, et puis donc à aller ailleurs. Ah, mais comme disait quelqu'un, mais c'est pas toujours que celui qui quitte son village parce que sous la pression du changement climatique va trouver accueil favorable au lieu où il va se réfugier, et que donc il y a tous ces risques-là qui peuvent absolument qui pourraient surgir. Donc il revient aux États de prendre conscience déjà de cette nécessité de protéger la forêt ou les forêts africaines en général, et puis le Fonds mondial de défense justement de la nature aussi, d'encourager, de soutenir, et puis comme on le dit, ce fonds vert qui va être mis en place, bien sûr, devrait aussi contribuer à ça. Pour étayer tous ces propos, on va justement revenir sur le sujet de la protection des forêts au Cameroun avec Lizelsi Akizimana. Le président camerounais Paul Biya participe ce lundi 30 novembre 2015 à la COP21, 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays dont le Cameroun y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Le Cameroun fait partie du bassin du Congo. C'est le plus grand massif forestier après la République démocratique du Congo. Le Cameroun s'est engagé dans la gestion durable de ses forêts. Et aujourd'hui, le Cameroun s'est privé des recettes budgétaires qu'il recevait de l'exploitation forestière industrielle. Donc le Cameroun attend, comme tous les pays du bassin du Congo, les fonds de contrepartie de la conservation et de la gestion durable de ces forêts.
Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leur ambition pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Aujourd'hui, tous les pays africains se sont lancés dans la conservation et la gestion durable de la biodiversité. Donc l'Afrique est devenue le poumon d'oxygène pour l'humanité. Donc l'Afrique attend aujourd'hui la compensation de tous ces efforts, de tous les efforts que le continent mène dans la gestion, dans la protection de l'oxygène. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est que l'Afrique doit parler d'une seule et même voix pour pouvoir prétendre à tirer quelque chose. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce rendez-vous mondial. Il semble que l'Afrique ne pourra réduire ou éviter sa déforestation en réponse au changement climatique. Peut-être même au contraire, la conversion des terres forestières à d'autres usages devrait s'accélérer dans les prochaines années, notamment pour plusieurs raisons, qu'il s'agisse des chantiers agro-industriels, de l'agriculture ou encore de subsistance ou encore de la collecte du bois d'énergie, dont plus de 70% des ménages du continent dépendent pour leur survie. Pourtant, près de 20% des émissions de gaz à effet de serre pourraient être évitées à travers la réduction de la déforestation et de la conservation des forêts. Alfred, comment s'arranger à ce niveau? Est-ce que les forêts africaines sont plutôt une affaire de bien public ou de souveraineté nationale? Ou alors, quelles conditions pour une contribution durable des forêts africaines? Alors, les forêts africaines appartiennent aux États, aux pays africains, mais aussi participent du patrimoine mondial, justement, et notamment de la nature. Et que donc, de ce point de vue-là, ces forêts mériteraient d'être protégées. C'est vrai que pour beaucoup des paysans africains, beaucoup des villageois, la forêt a toujours été une ressource, justement, de revenus. Les empêcher de couper le bois, de l'utiliser à des fins domestiques ou à des fins économiques nécessiterait justement qu'il y ait des compensations, puisqu'il y aurait des manques à gagner énormes. Donc, la responsabilité revient d'abord quand même aux États, c'est-à-dire à mettre en place des politiques dignes de ce nom. Et quand on voit que les forêts, elles permettent d'atténuer ces gaz à effet de serre, est-ce qu'il n'y a pas finalement une légitimité à cette communauté internationale de revendiquer l'arrêt de ces déforestations? Bien sûr, il y a une interaction qu'il y a entre le niveau national, le niveau local et national, le niveau national et international, et vice-versa. Il y a un droit de regard puisque c'est notre patrimoine à tous, un patrimoine mondial, donc il faut conserver, protéger. D'ailleurs, au Brésil, aujourd'hui, il y a une action pour la protection justement de la forêt amazonienne qui a été engagée parce que la déforestation est allée vraiment galopante. Mais pour en revenir à l'Afrique, donc responsabilité des États, mais puisque nous partageons cette responsabilité avec le monde, donc il y a une co-responsabilité, il y a des interactions, des synergies politiques à mettre en place, parce que sinon, d'ailleurs, je dirais même qu'au niveau de l'Afrique, ce ne sont pas les paysans qui sont les plus grands déforesteurs, c'est l'agro-industrie forestière qui est responsable, puisque les États ont cédé à des grands groupes internationaux l'exploitation de forêts. Ou alors on incite à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises? Oui, il faut responsabiliser vraiment ces grands groupes internationaux qui exploitent, qui sont dans l'agroforesterie. Responsabiliser et sanctionner. Pas seulement si ces entreprises ne respectaient pas leur cahier des charges, si elles ne respectaient pas leurs obligations, parce que souvent dans les cahiers des charges, les États ont été un peu, je dirais, mous par rapport à ces grandes entreprises, devaient exiger effectivement, que on déforeste, mais en même temps, il y a cette politique de reforestation. Pour chaque arbre abattu, il faut un arbre replanté.
Si on ne respectait pas ça, effectivement, des amendes ou le retrait des licences ou des conventions qui lieraient, des contrats qui lieraient ces grandes entreprises et les États. Et donc, à ce moment-là, effectivement, exiger aussi que ces entreprises puissent contribuer au développement local, c'est-à-dire des villages dans lesquels, justement, se trouvent ces forêts qu'ils exploitent. Ça, ce serait la moindre des choses. Or, très souvent, ce n'est pas cela qui se passe. Ces grandes entreprises coupent du bois, déforestent, ils emportent et polluent en même temps, effectivement. Et donc, ils font disparaître la biodiversité, mais je voudrais ajouter aussi un autre point ici qui n'est pas anecdotique. La forêt, c'est aussi le territoire des pygmées d'Afrique. Or, dans beaucoup de pays, le fait de la déforestation les pousse à quitter la forêt et donc à aller vivre dans des lieux qui ne sont pas conformes justement à leur culture, à leur mode de vie. Absolument. Et donc, il y a là des risques aussi pour toutes ces populations-là. Beaucoup de conséquences, donc on étaiera un petit peu tous ces propos dans quelques instants. La cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle internationale sur le climat sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies se tient ce lundi au Bourget en France. Africa 24 y consacre une édition spéciale ce lundi. Nous allons juste marquer une pause et revenir dans quelques instants pour poursuivre sur les enjeux de cette COP21.